Bonjour et bienvenue sur Brillant, votre nouveau podcast de culture très générale. Les 10 et 24 avril prochains, les Français éliront leur nouveau président de la République et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Depuis le référendum de 1962, au cours duquel les Français ont voté oui à plus de 75%, les présidents de la République française ne sont plus élus par les grands électeurs, mais directement par le peuple. Depuis cette date, les Français peuvent choisir à chaque nouvelle élection le candidat qu'ils jugent le plus à même de diriger le pays. Mais par quelles étapes un candidat à la présidence de la République française doit-il passer pour espérer être élu ? Quelles sont les conditions pour être président et quelles sont les conditions pour être électeur ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans le 4e épisode de Brillant. Pour commencer, rappelons qu'en France, le président de la République est élu tous les 5 ans par suffrage universel direct lors d'un scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Non, ou alors c'est moi, Non, moi non plus, j'ai rien compris. Non. Pas de panique, reprenons un à un chacun de ces termes qui peuvent paraître techniques au premier abord, mais qui ne le sont pas. Cette élection est dite universelle, car tous les Français remplissant les conditions pour être électeurs peuvent voter, et elle est dite directe, car c'est un système d'élection qui permet aux électeurs de choisir directement le candidat qu'ils souhaitent voir élu. Le scrutin, qui désigne le vote, est dit uninominal, car les électeurs ne peuvent voter que pour un seul candidat. Le concept de tour est lui aussi relativement simple. Pour être élu dès le premier tour, il faut qu'un candidat obtienne la majorité absolue des suffrages exprimés, soit plus de la moitié des voix. Si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue lors du premier tour, ce qui n'est encore jamais arrivé en France, on dit qu'il y a ballottage. Un second tour est alors organisé et les 2 candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour restent en lice. Le second tour permettra aux Français de départager les 2 candidats restants et d'élire le nouveau président de la République française pour les 5 années à venir. J'avais pas compris. T'avais compris, toi ? Oui. Se présenter aux élections présidentielles n'est pas un parcours de santé pour les candidats, et cela nécessite de répondre à quelques obligations préalables. Voyons ensemble les 4 principales conditions nécessaires pour être candidat à l'élection présidentielle. Premièrement, pour être éligible, plusieurs conditions de fond doivent être remplies. Les candidats doivent avoir la nationalité française, avoir plus de 18 ans et être inscrits sur les listes électorales. Ils ne peuvent pas se présenter s'ils sont privés de leur droit d'éligibilité par une décision de justice, s'ils sont placés sous tutelle ou sous curatelle, ou s'ils ont déjà exercé 2 mandats consécutifs. Les potentiels candidats doivent également faire preuve de dignité morale, même si cette notion n'a pas reçu de définition précise. La deuxième condition pour se lancer dans la campagne présidentielle est celle dont on entend souvent parler sous le nom des 500 signatures ou des 500 parrainages. Afin d'assurer la légitimité des candidats et d'éviter les candidatures trop nombreuses ou trop fantaisistes, les candidats doivent réunir 500 parrainages. Ces parrainages ne peuvent provenir que de députés, de sénateurs, de maires ou de conseillers départementaux ou régionaux, chacun d'entre eux ne pouvant parrainer qu'un seul candidat. Le recueil des parrainages étant très encadré par la loi, il ne peut pas avoir lieu n'importe quand. Pour l'élection 2022, le recueil des parrainages commencera le 30 janvier et durera 5 semaines. C'est le Conseil constitutionnel qui reçoit l'ensemble des parrainages, qui en vérifie la validité et qui, suite à des contrôles, publie la liste officielle des candidats à la présidence de la République. Une fois l'obstacle des parrainages franchi, d'autres éléments sont réclamés aux candidats. Le Conseil constitutionnel leur demande ainsi de fournir une déclaration de patrimoine. Cette déclaration porte sur l'ensemble des biens du candidat. Cette déclaration est alors transmise à la haute autorité de la transparence de la vie publique qui les rend accessibles à tous. Dernière obligation pour les candidats, et pas des moindres, tenir un compte de campagne des recettes et des dépenses. En effet, le financement de la campagne électorale obéit à des règles strictes, érigées et contrôlées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Les campagnes électorales sont financées par des financements publics et privés. Les financements privés provenant notamment de partis politiques et de dons. Les dons ne peuvent provenir que de personnes physiques de nationalité française ou résidant en France et sont limités à 4 600 € par donateur. Les dons et avantages en nature des entreprises sont strictement interdits. La tenue de ce compte de campagne, qui retrace très précisément l'origine des recettes et la nature des dépenses engagées, est obligatoire.
Le candidat ne peut pas le gérer personnellement et doit nommer un mandataire financier chargé de cette tâche. L'ensemble des dépenses de la campagne du candidat ne peut juridiquement pas dépasser 16 millions d'euros pour les candidats présents au premier tour et 22 millions d'euros pour les candidats présents au second tour. Pas d'argent, pas de pièces, pas d'affaires. Aussi, un remboursement forfaitaire des frais de campagne engagés est prévu. Les candidats présents au premier tour qui ont recueilli moins de 5% des suffrages reçoivent environ 5% du plafond des dépenses, soit environ 800 000 euros. Les candidats qui ont recueilli plus de 5% des voix, mais qui ne sont pas présents au second tour, reçoivent quasiment 50% du plafond des dépenses relatives au premier tour, soit environ 8 millions d'euros. Quant aux candidats présents au second tour, ils reçoivent presque 50% du plafond des dépenses du second tour, soit quasiment 11 millions d'euros. Vous connaissez maintenant les conditions pour être candidat aux élections présidentielles. Mais pour être élu, un candidat a besoin d'électeurs et surtout de leur voix. Le 10 mai, chacun devra voter selon sa conscience. Voyons maintenant les quelques conditions qu'il faut remplir pour pouvoir voter lors des prochaines élections présidentielles. Pour voter aux élections présidentielles, il faut tout d'abord avoir la nationalité française. Il faut être majeur, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur la liste électorale de sa commune. Je considère que les Françaises et les Français ne vont pas acheter un président comme on achète un paquet de lessive. Comme je viens de le dire, jouir de ses droits civils et politiques est l'une des conditions pour pouvoir être électeur. Mais est-ce le cas des personnes détenues en prison ? Eh bien, depuis la réforme du Code pénal de 1994, sauf dans de rares cas où la justice a prononcé une peine d'incapacité électorale à leur encontre, les personnes détenues conservent leur droit de vote. D'après l'Observatoire international des prisons, les personnes détenues peuvent voter par procuration ou dans certains cas, demander une permission de sortie. Cependant, ces démarches peuvent parfois s'avérer complexes. Ainsi, le taux de participation des personnes détenues a été de 2% en 2017 lors de l'élection présidentielle précédente. Vous savez maintenant presque tout ce qu'il y a à savoir sur le parcours qui attend les futurs candidats à la présidence de la République française. Avant de vous quitter, je vous rappelle que pour voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales. Vous avez donc jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour faire cette démarche en ligne ou jusqu'au 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier. Si vous n'êtes pas disponible pour voter les 10 ou 24 avril, pas de panique. Vous pouvez faire une procuration de vote à une personne de confiance au plus tard quelques jours avant le vote. Cette démarche peut se faire dans un commissariat de police ou de gendarmerie, le tribunal le plus proche de chez vous ou votre mairie. Cette démarche peut également être faite sur Internet. C'est tout pour moi. J'espère que ce 4e épisode vous aura plu et qu'il vous permettra de briller en société lors de vos prochains débats politiques en famille ou au travail. Si des sujets relatifs aux institutions françaises vous intéressent, n'hésitez pas à le faire savoir. J'attends vos retours aux endroits prévus à cet effet et à l'adresse mail brillant.podcast@gmail.com. Et je vous dis à bientôt pour un 5e épisode. Merci. Au revoir.